Non. Alors le top par là. 1500 habitants normalement, 12 000 en saison, et c'est la saison, c'est l'une des plus belles qu'on ait connues depuis longtemps à la Trinité-sur-Mer, port et station du Morbihan, où nous sommes ce matin et que vous découvrez à l'écran avec nous. Un port bien à l'abri, dans la baie de Quiberon, une école de voile très connue et très courue, une école de voile qui mène au sommet, puisque la Trinité et Saint-Philibert en face, c'est le berceau des Penduic, c'est le pays de Tabarly. Un paysage harmonieux, je crois qu'on peut dire que c'est la Bretagne douce, très douce, comme le disait déjà autrefois Michelet, et ce terme se vérifie encore maintenant. Bretagne préservée, heureusement, des empiètements, des buildings stéréotypés. Dans les environs immédiats, il y a Carnac et les alignements bien connus, les alignements de menhirs, qui sont 2935 au total, tous les guides vous le diront, répartis en 3 sites et sur une longueur de 4 km. Ces menhirs que nous avons demandé à notre station de Rennes de filmer pour vous, et qui sont aujourd'hui aussi sous le soleil, comme nous y sommes nous-mêmes, dans ce port, sur la darse sud de la Trinité-sur-Mer. Exposée à l'ouest, la côte sauvage de Penthièvre à Quiberon, une avancée de 12 km dans l'Atlantique, protégeant la Trinité, au-delà, le golfe du Morbihan, protégeant cet ensemble donc destiné à la voile des vents d'ouest. Et puis la plus importante des îles bretonnes, Belle-Île, à 1 heure en mer, le Palais, port principal d'une île de 17 km de long sur 5 de large. Ce n'est pas la seule île, Belle-Île, il y a aussi Groix et Watt, à proximité immédiate. Cet ensemble du golfe du Morbihan, nous allons y revenir tout à l'heure, nous reviendrons à la Bretagne dans son ensemble, mais tout d'abord, nous allons quitter ce paysage de vacances pour les rendez-vous de l'actualité. Une actualité qui se présente en premier lieu souriante avec la nouvelle surprise de la nuit, c'est-à-dire le voyage prochain dans les 12 mois qui viennent du président Nixon en Chine à Pékin. Une nouvelle qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a seulement un peu plus de 6 mois. Vous avez suivi les rapprochements entre Pékin et Washington, la politique des petits pas les uns vers les autres, puis la politique des grands pas, la politique de la partie de ping-pong. On peut dire que maintenant c'est un échange de balles magistral qui se prépare. De Paris, commentaires et les nouvelles, Paul Lefebvre, Georges Pitoef. Oui, en effet, en 1 minute et demie, le président Nixon a complètement bouleversé cette nuit les données du monde politique international. Richard Nixon a annoncé qu'il allait se rendre à Pékin avant mai 72 à l'invitation du gouvernement de Chine populaire. Des négociations secrètes ont dû avoir lieu durant ces derniers mois avec des intermédiaires que l'on ne connaît pas. Le président Nixon a cependant donné une précision. Cette nuit, il a révélé que son conseiller pour les affaires d'Asie, M. Kissinger, s'était rendu secrètement à Pékin durant 48 heures du 9 au 11 juillet. Georges Pitoef, cela mérite qu'on s'y attarde. D'abord, les circonstances, comment le président Nixon a-t-il annoncé son voyage? Eh bien, le plus simplement du monde, en guise d'apéritif, en somme. À l'heure du dîner hier soir, il était à Los Angeles et il a demandé 1 minute et demie d'antenne à la radio et à la télévision de la chaîne NBC. Et en 1 minute et demie, il a annoncé aux Américains qu'il avait accepté l'invitation de M. Zhou Enlai, Premier ministre chinois, à se rendre en visite officielle en Chine d'ici le mois de mai 1972. Alors, du 9 au 11 juillet, M. Kissinger était théoriquement au Pakistan lors de sa grande tournée en Asie. Oui, vous vous rappelez qu'il a fait une grande tournée dans tous les pays asiatiques. C'était un peu étonnant de penser qu'il visitait l'Asie et pas la Chine. Et en fait, il a prétexté une indisposition, une maladie à laquelle tout le monde semble avoir cru à l'époque où il était à Rawalpindi, la capitale du Pakistan. Et il a disparu pendant 2 jours. On le croyait malade, en fait, il était à Pékin, tout simplement. Alors, quelle est peut-être la réaction de Formose à l'annonce du voyage de M. Nixon? Parce que ce voyage a débouché probablement sur l'entrée de la Chine à l'ONU. Eh bien, dans sa déclaration faite hier à la radio et à la télévision, le président Nixon a déclaré que cette visite en Chine ne se ferait pas au détriment des vieux amis de l'Amérique, c'est-à-dire notamment Formose, qu'il désignait par cette expression, les vieux amis de l'Amérique. Mais Formose ne porte pas du tout la même appréciation que M. Nixon sur ce voyage, car dès l'annonce de la nouvelle, Formose a publié une protestation officielle auprès de Washington, et il y a 1 heure à peu près, à peine, on apprenait que Formose avait rappelé son ambassadeur à Washington.
Alors cette annonce bouleverse aussi toutes les données en ce qui concerne l'Indochine dans son ensemble. Il faudra pas mal de temps pour pouvoir commenter utilement et intelligemment ce qui va se passer dans les mois ou dans les années à venir, mais il est certain qu'une des conséquences les plus importantes du voyage de M. Nixon en Chine sera la possibilité, enfin entrevue, d'un règlement de cette interminable guerre d'Indochine. Et puis il y a aussi évidemment la situation intérieure aux États-Unis. On ne peut pas s'empêcher de remarquer que M. Nixon choisit bien ses moments. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Enfin, ça fait partie du jeu politique. Il a choisi de rendre visite là-bas, d'organiser cette visite en Chine l'année même de l'élection présidentielle aux États-Unis. Voilà la première analyse que nous pouvons faire ce matin. Nous allons probablement recevoir des documents, l'annonce en particulier de M. Nixon. Et je pense que d'autres commentaires pourront être faits dans les prochaines éditions. En attendant, retournons en Bretagne. À vous, Jean Lanzy. La Trinité reprend l'antenne, mais pour en repartir tout de suite, car il y a une autre analyse qu'il faut peut-être faire ce vendredi. À cette heure-ci, il y a une semaine, c'était au palais de Skhirat, près de Rabat, les préparatifs pour les fêtes du 42e anniversaire d'Hassan II. Samedi, vous savez ce qui s'est passé. Peut-être faut-il maintenant faire le point, alors que c'est un retour à la normale qui s'opère au Maroc. Ce point, c'est Claude Guénière qui va le faire, notre envoyé spécial, devant le palais royal à Rabat. Samedi, au palais de Skhirat, pendant la tuerie, le général Oufkir recevait du roi les pleins pouvoirs et chargé de rétablir l'ordre, il était en fait le seul maître du pays. Dimanche, le roi Hassan II, au cours de sa conférence de presse, minimisait l'importance du général Oufkir qui en fait partageait les pouvoirs avec le très fidèle général Driss. Et puis, le général Oufkir lui-même, hier, dans un entretien avec un de nos confrères, déclarait que sa mission était terminée et qu'il retournait au ministère de l'Intérieur. Et cette nouvelle qui nous paraissait importante, quant à nous, ne figurait en fait que dans petits caractères à la une des journaux marocains. Ainsi, le général Oufkir a mis lui-même un terme à nos spéculations. Il apparaît aujourd'hui comme un redresseur de tort, le sauveur du trône, qui se retire avec discrétion une fois sa mission terminée. Et pour beaucoup de gens ici, d'ailleurs, il n'y a pas d'antagonisme entre le général Oufkir et le roi Hassan II. Le général Oufkir est un fidèle sujet de Sa Majesté et il est profondément dévoué à la cause de la monarchie. Il a d'ailleurs dit lui-même hier, la monarchie est la sauvegarde de l'unité du pays. Pourtant, on l'a vu, on peut au Maroc s'entretuer entre frères. Le roi a reconnu que les événements signifiaient qu'ils avaient fait des erreurs, qu'il comptait sinon changer sa politique, tout au moins gouverner d'une autre manière. Le roi Hassan a reçu à Skhirat le premier très sérieux avertissement de son règne. C'est vrai, les partis politiques de l'opposition, les syndicats n'ont pas bougé, mais il est vrai également qu'ils ne sont guère influents. En revanche, la population sent avec de plus en plus d'acuité la distorsion qu'il existe entre les habitants, entre les riches et les pauvres, et elle parle beaucoup de la corruption. Fait significatif, des ministres, des diplomates, des généraux ont été tués à Skhirat, pourtant on n'a pas décrété de deuil national. Les drapeaux ne sont pas en berne et les rideaux des boutiques ne sont pas fermés. L'élite marocaine a honte de ces morts, et elle s'est déchirée elle-même. Elle risque de perdre de son prestige et la monarchie avec elle. Pour certains, le Maroc est maintenant entré dans une période d'instabilité, à moins effectivement que le roi ne change quelque chose, et peut-être dans le sens d'une plus grande égalité. Les affaires françaises, en bref, d'abord, suite au scandale de l'immobilier. Hier, déclaration du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas, fermeté des intentions du gouvernement, faire rechercher et poursuivre les coupables. D'autres inculpations sont possibles dans les affaires de la garantie foncière et du patrimoine foncier. Affaires agricoles, entretien entre dirigeants paysans et M. Cointat, ministre de l'Agriculture. En ce moment même, entretien commencé le 15 juillet, qui vont se poursuivre jusqu'au 18, une sorte de rendez-vous annuel dans l'esprit des dirigeants des syndicats agricoles et peut-être aussi dans l'esprit du ministre. Daniel Brem, au ministère de l'Agriculture, va pouvoir nous le préciser. Eh bien, vous le voyez, nous sommes en effet, Jean Lanzy, dans les jardins du ministère de l'Agriculture. Et j'ai en face de moi M. Gourvenec, ancien syndicaliste qui est maintenant chargé de l'organisation en Bretagne du marché des fruits et légumes. Vous êtes l'un des 100 experts qui siègent depuis hier matin au ministère face à l'administration du ministère de l'Agriculture. Vous avez travaillé au sein d'une série de commissions. M. Gourvenec, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? En effet, depuis hier matin, nous préparons au niveau d'un certain nombre de commissions au premier rendez-vous annuel avec le ministre demandé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Nous avons vu successivement les problèmes de prix agricoles qui déterminent par conséquent pour une large part le revenu des agriculteurs,
les problèmes d'organisation économique en agriculture, c'est-à-dire du pouvoir réel des paysans en face de leur marché, et enfin les problèmes communautaires, c'est-à-dire les problèmes qui tiennent au marché commun à 6 aujourd'hui, et au marché commun élargi demain, avec en particulier l'entrée de la Grande-Bretagne. Vous avez également parlé des problèmes humains des agriculteurs. Nous avons effectivement parlé des problèmes humains en ce sens qu'une commission a été chargée en particulier de voir quels étaient les problèmes sociaux qui se posaient au milieu paysan, les problèmes de formation, les problèmes de mutation professionnelle dans un certain nombre de cas, les problèmes de retraite, etc., etc. Bref, tous les problèmes sociaux qui peuvent se poser à un milieu en pleine mutation. Bon, et comme vous le savez, notre journal se déroule en Bretagne et que vous êtes un représentant de la Bretagne, quels sont les problèmes qui se posent plus spécialement dans votre région? Tout d'abord, nous sommes en quelque sorte, de par le fait que nous sommes une région essentiellement agricole, très tributaire de la politique agricole française d'une part et de la politique agricole européenne d'autre part. Et à ce titre, en quelque sorte, ces journées de rendez-vous au ministère de l'Agriculture nous intéressent au plus haut point. En ce qui nous concerne, nous avons une double préoccupation dans le milieu agricole breton. Tout d'abord, le problème de l'organisation économique des agriculteurs d'une manière générale et en particulier dans le secteur des fruits et légumes. En effet, quelle que soit la puissance aujourd'hui de l'organisation économique bretonne, nous restons toutefois tributaires de l'organisation insuffisante des autres régions françaises ou même dans un certain nombre de cas des autres pays membres de la communauté économique européenne. Un autre secteur intéresse encore au plus haut point l'agriculture bretonne, c'est tout le secteur des productions animales. C'est tout le secteur des productions animales et à ce titre, les discussions qui se déroulent depuis hier matin, tant sur le problème du prix du lait que du prix de la viande, ou des viandes d'une manière en quelque sorte générale, ou encore sur le problème de l'organisation économique des paysans dans ce même secteur, et encore le problème de la réglementation communautaire, intéresse l'ensemble des agriculteurs bretons à un point fondamental. Bon, et nous ajouterons pour terminer, parce qu'il faut que nous rendions l'antenne, que vous avez également demandé la création d'emplois en Bretagne. Je crois que nous vous rendons l'antenne à vous, Jean Lanzy. Merci Daniel Brem, nous venons de faire une part aux paysans. Il faut parler d'autres problèmes bretons avec Guy Jolivet, qui est le chef du bureau régional d'information de Rennes et que les Bretons connaissent bien. Donc les routes, si vous voulez, commençons Guy. Monsieur Chalandon a fait quelque chose qui est noté partout en Bretagne avec intérêt hier. Oui, hier effectivement, Monsieur Chalandon, qui est ministre de l'Équipement, a inauguré la déviation du Fou. Une déviation, cela peut paraître assez petit, mais il faut dire que dans les prévisions, cette déviation a été prévue pendant 6 mois. Il y a donc 6 mois d'avance sur cette déviation. C'est sur le grand axe Brest-Châtelain. C'est sur le grand axe Brest-Châtelain. Et les routes commencent à mieux se porter en Bretagne, et à telle enseigne d'ailleurs que M. Chalandon a indiqué qu'il avait réussi à débloquer 70 millions de nouveaux francs sur le fonds d'action conjoncturelle, ce qui, ajouté aux 130 millions du 6e plan, font 200 millions pour l'année 71. Amélioration progressive. Amélioration progressive. D'ailleurs, le ministre n'a pas caché qu'il espérait également cette somme pour 72 et pour les autres années, ce qui ferait finalement pour le 6e plan 1 milliard pour le réseau routier breton. Des chiffres encore, mais des chiffres encore, oui. Alors, à quoi vont servir ces crédits? Eh bien, ces crédits vont servir d'abord à l'axe nord, c'est-à-dire celui qui passe par Saint-Brieuc, à l'axe sud, qui fait Rennes, Lorient, Vannes, Lorient, Quimper, et enfin à l'aménagement également de l'axe central, qui passe par Loudéac et Carré. Et puis, première réalisation tangible, qui fera plaisir sans doute à Alexis Gourvenec, c'est que la première réalisation, vraiment, aura lieu fin 73, ce sera la mise à 4 voies de la route de Morlaix à Quimper. D'ailleurs, le ministre, si vous le permettez, a fait deux déclarations même assez importantes, je vous demande l'autorisation de les lire. M. Chalandon a déclaré en tenant sa promesse: le gouvernement a prouvé sa volonté de structurer rapidement la Bretagne, dans laquelle une action particulière d'industrialisation est accomplie. Il a ajouté: faire des routes, des ponts, installer le téléphone, c'est faire œuvre plus sûrement pour le développement d'une région que de distribuer des subventions. Bon, et par extension, ça vaudrait pour toute la France d'ailleurs. Autre sujet, Guy Jolivet, sous ce soleil, je crois que ça s'impose, le tourisme. On vient de publier la charte du tourisme breton, et il y a là aussi des chiffres. On dit que 2,5 millions de touristes sont venus l'an dernier dans l'ensemble de la Bretagne, mais on peut peut-être faire mieux. Oui, on peut certainement faire mieux, et c'est justement ce qu'a cherché la Chambre régionale de commerce de Bretagne, qui a, comment dirais-je, composé ce livre blanc, cette charte du tourisme, et qui l'a remise au préfet de région récemment. 400 personnes ont travaillé depuis octobre 70 à la réalisation de cette charte, qui fait d'abord des constatations. Cette charte constate que pour le tourisme, à l'heure actuelle, il est à 60% traditionnel ou familial. 30% dans les campings et 10% seulement de touristes vont dans les hôtels en réalité. Et il y aurait un palier à atteindre complètement différent. Il faudrait que d'ici à 1985,
ce pourcentage de 10% dans l'industrie hôtelière passe en réalité à 40%. Et pour cela, il faut évidemment avoir des infrastructures hôtelières, c'est un secret pour personne. Il faut aussi étudier les marchés, il faut faire de la formation professionnelle, en un mot, il faut essayer de construire un outil régional. Il faut enfin protéger surtout l'environnement et les sites. Et vous parliez tout à l'heure de la protection des côtes, et M. Pélissier, qui est préfet de région de Bretagne, qui est expert en la matière, car c'est un grand défenseur de la nature, a justement mis l'accent sur le devoir qu'avait tout le monde de protéger les 1500 km de côte bretonne qui sont, comme tout le monde le sait, absolument magnifiques. Mais on en parlait ce matin avec M. de Kersauzon, qui est le maire de la Trinité, et qui nous disait combien il voulait préserver un équilibre harmonieux entre ce qu'il doit y avoir de moderne dans l'évolution d'une ville et ce qui doit rester de traditionnel, de préservation du paysage aussi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bretagne, nous allons faire une sorte de visite en carte postale de l'ensemble de la région. C'est nécessaire, c'est utile et c'est agréable. Une région très diverse, aux paysages qui ont été découverts par nos correspondants du Bureau régional d'information de Rennes, et que voici, en commençant bien sûr par la cornemuse, ça s'impose. Chants, bignoux et bombardes, bref, c'est le folklore breton que le touriste connaît sans doute le mieux. Mais ce n'est pas là l'essentiel. La Bretagne, avec ses 1200 km de côtes déchiquetées, c'est une multitude de plages prêtes à accueillir des estivants qui viennent ici chercher le calme, le repos, le soleil et surtout la santé. C'est le paradis des plaisanciers. C'est encore le royaume des marins qui, les beaux jours venus, amènent dans leurs bateaux les touristes qui veulent pêcher en mer. La Bretagne, c'est encore une gastronomie. Les huîtres, cancales, belons, pénerves, bennes-morlaix, les poissons, les fameux et inégalables plateaux de fruits de mer. Mais cela, c'est encore une Bretagne que l'on connaît. Beaucoup plus ignorées sont les richesses de la Bretagne intérieure, fière de ses châteaux, Josselin, Fougères, Combourg, Vitré, bien d'autres encore. La péninsule armoricaine offre à ses visiteurs des images si diverses, une telle richesse de couleurs qu'il est impossible de bien la connaître au hasard d'un voyage ou d'un court séjour. Ici, en effet, les racines sont profondes. Si la tradition demeure, elle évolue, et le breton est à l'image de cette tradition. Le touriste, quant à lui, aimera flâner à travers la campagne verdoyante sillonnée de rivières et de canaux. L'évolution de la Bretagne s'est donc tout naturellement traduite dans son folklore. Et cela, on le sentit bien l'an dernier au Festival des Cornemuses à Brest. Je crois qu'on peut un petit peu préciser ce que disait Gilbert Bousquet à l'instant, qui jolivait, l'évolution du folklore, parce que ce n'est pas seulement la cornemuse, le folklore en Bretagne. Non, absolument pas. Justement, il y a une évolution qui est assez remarquable dans ce folklore. Le folklore n'est pas la résurrection du passé, absolument pas.
C'est un folklore qui s'adapte au temps moderne, qui vit. Il y a à l'heure actuelle des compositeurs bretons qui créent, qui ont étudié la musique, qui n'ont pas appris comme les anciens sonneurs de Bombard ou de Bignou, la musique par l'oreille, mais qui ont appris la musique classique et qui font des compositions en breton. Et d'ailleurs, vous venez d'avoir un exemple avec ce festival celtique de Brest de l'année dernière. Sans parler des chanteurs comme Glenn Moore. Bien sûr, Alan Stivell. Il y a également des groupes qui sont comme les Cavalérianes avec Yves Moigne ou le regretté Penven qui est mort, hélas, et qui a fait de très très belles créations musicales pour le folklore moderne breton. Parmi les hôtes de la Bretagne, en ce moment, tout près d'ici, à Locmariaquer, à moins de 10 km, Madame de Gaulle qui prend quelques repos et qui sera présente à la fin de ce mois au triomphe de Saint-Cyr Coëtquidan au baptême de la promotion Charles de Gaulle. Et puis dans quelques jours, le président et Madame Pompidou seront accueillis dans le Finistère Sud, dans la région de Fouesnant, au sud de Quimper. Un paysage de vacances présidentielles qu'il faut peut-être préciser. Il y a très exactement 556 km entre le palais de l'Élysée et Fouesnant. Mais il doit y avoir plus de 1000 différences entre la vie trépidante de la capitale et ce petit village breton situé un peu au sud de Quimper. Lorsqu'il arrivera par la route à Fouesnant, le président de la République prendra sur la droite dans la direction de Mousterlin et pénétrera très rapidement dans le vaste parc du château de Kernaeret. C'est en effet la résidence qu'il a choisie pour venir cet été se reposer. Mais c'est en fait la troisième fois que M. Pompidou passera ses vacances dans ce domaine, et c'est la première fois qu'il y viendra depuis son élection à la présidence. La fraîcheur et la beauté du site, la quiétude de son environnement ont plu au président. Mais ce que M. Pompidou apprécie peut-être le plus, c'est la gentillesse de l'habitant qui, dans le silence et la discrétion, lui témoigne d'une amitié qui se veut sincère. Et durant ses vacances, c'est précisément et uniquement ses vrais amis que le président accepte de rencontrer. Ici, dans le Morbihan, à la Trinité, nous sommes au centre des messins de l'huître plate. Je ne voudrais pas exagérer, mais je crois qu'on peut dire qu'en France, quand on mange des huîtres plates, eh bien, un jour ou l'autre, le Lessin est passé par ici, par la Trinité-sur-Mer. Vous savez qu'en ce qui concerne les huîtres, il y a quelques problèmes en ce moment, d'une façon générale, en France. Guy Jolivet, on peut faire le point brièvement? Oui, ce sera très rapidement fait d'ailleurs. Il y a eu une épidémie dont on ne connaît pas exactement la cause. On ne sait pas si c'était un virus qui a commencé par Cancale et qui est allé jusqu'au bassin d'Arcachon. Et finalement, ce virus, je mets toujours un point d'interrogation car les laboratoires n'ont pas encore réussi à le déceler, a causé la mort de pratiquement 90% des huîtres portugaises, je précise bien portugaises, dans la plupart des bassins ostréicoles, que ce soit de Bretagne, de Marennes ou du bassin d'Arcachon. Heureusement, les huîtres plates ont été préservées, elles vivent toujours, elles sont en excellente santé. Et ici, la Trinité, justement, le faisait remarquer, ce n'est pas le seul bassin où naissent les huîtres, les huîtres plates, il en est également dans le bassin d'Arcachon, mais ici, les huîtres se portent très bien d'une part. Je me suis renseigné tout à l'heure auprès d'ostréiculteurs, les émissions de larves se sont faites normalement au début du mois de juillet, par une température d'eau normale, 21-23 degrés, et tout le monde espère que tout cela va s'arranger. Il y a évidemment le gros problème des huîtres japonaises, géantes, qui ont été importées dans les bassins ostréicoles français. Quelles vont-elles donner? Eh bien, il faudra attendre l'année prochaine pour ça. On a montré ça à Télémidi, d'ailleurs, on a vu arriver ces huîtres géantes. Alors, je rectifie un petit peu, disons, la Trinité-sur-Mer, capitale des plates bretonnes. Capitale des plates bretonnes. Les Arcachonnais ne le pardonneraient pas. Aïe. Et comme vous êtes aquitain, tout en étant un petit peu breton, puisqu'il y a des jolivettes dans le Finistère Sud, hein? Je suis breton. D'accord. Breton, des problèmes tout de même, un pays qui, quelquefois, n'est pas favorisé, ainsi va vous le montrer l'enquête de Christian Guy en Haute-Bretagne. Pour un franc, que vous soyez américain, français ou allemand, les secrets et les charmes de Perros-Guirec vous seront révélés par une bande magnétique. Comme la plus classique des Rivieras, la Bretagne côtière a compris qu'aujourd'hui, il était nécessaire, pour satisfaire sa clientèle et ses touristes, de se mettre en boutique. Mais à une cinquantaine de kilomètres de ces plages, en Haute-Cornouaille, même en pleine saison, le paysage et le folklore ne sont pas à vendre. Car lorsque l'on ne possède plus que des églises, des calvaires et des vieux, qui peut-on intéresser? Depuis un siècle, régulièrement, le cœur de la Bretagne se vide. Et depuis 1962, entre les monts d'Arrée et la Montagne Noire, il y a plus de morts que de naissances. Personne. Dans cette maison-là, en haut, il n'y a personne. Dans cette grande maison-là, il n'y a personne. Dans l'autre maison-là, il n'y a personne. Dans celle d'en face, là, il n'y a personne. Personne ne reste, si vous voulez, les jeunes ne restent plus travailler la terre.
Nos jeunes, monsieur, ont eu la spécialité, bien sûr, de continuer les études. Ils sont restés jusqu'à l'âge du service militaire. Et puis à ce moment-là, ils ont disparu, ils ne sont plus revenus. Et à votre avis, alors qu'est-ce qu'il faut faire ici, dans ce pays, au centre de la Il faudrait Bretagne? nous envoyer une usine, par exemple, qui puisse nous employer autant d'hommes que de femmes, ou de femmes que d'hommes. Il nous faudrait quelque chose, surtout pour la main-d'œuvre féminine. Et qui doit le faire, à votre avis? Qui doit le faire? Ben, le gouvernement devrait un peu s'y intéresser à nous. Ils ont bien installé une usine Citroën à Rennes. Pourquoi à Rennes, monsieur? Rennes n'est pas tellement loin de Paris. Ils auraient pu nous l'envoyer plus près ici, ou nous envoyer quelque chose qui soit rentable et qui dure, et qui fasse revenir nos jeunes qui sont partis. Les miens sont partis, ils ne demandent pas mieux que de revenir. Et bien d'autres aussi. Cette usine tant attendue et qui saurait retenir les jeunes, on a cru il y a 7 ans qu'elle était enfin arrivée. Pour construire cette centrale atomique, on a certes utilisé la main-d'œuvre locale, mais aujourd'hui, elle fonctionne avec quelques ingénieurs venus d'ailleurs et n'apporte plus aux villages voisins que du bruit. Mais il n'y a personne des environs qui travaille à l'usine. D'ici, il n'y a personne. Si, attention. Il y a les qui remplacent les femmes de ménage, parce qu'ils ne trouvent pas beaucoup de femmes de ménage, vous comprenez. Alors ils sont pour le nettoyage, la pile. Ce qu'il s'est passé, c'est que la Bretagne a raté la révolution industrielle, dans la mesure où les personnes qui avaient des capitaux ont été investir dans d'autres régions, près des endroits où il y avait tous les matériaux, c'est-à-dire les mines, les minerais, etc. Si bien que la Bretagne n'a pas su profiter de cet avantage. Alors vous avez en quelque sorte un siècle de retard. Disons que l'écart, à partir de ce moment-là, a continué à se creuser et actuellement, on essaye d'y remédier, mais ça semble très difficile. On a parlé souvent du manque de mentalité industrielle en Bretagne, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais je pense également que si on veut sauver notamment le centre-Bretagne, il faudra aussi une politique réelle d'aménagement du territoire. Pour ces jeunes qui veulent rester au pays, la situation n'est pas tout à fait dramatique. Ils resteront, eux et d'autres, mais à la seule condition que l'on crée au moins 1000 emplois par an. On en est loin et pour l'instant, c'est encore l'agriculture qui occupe plus de la moitié de la population active. Conséquence, même avec un sol relativement riche et une forte production laitière, les agriculteurs bretons trop nombreux restent pauvres. Autre espoir, le tourisme. La Bretagne est belle et offre sur ce plan d'énormes possibilités. La remise en état du canal de Nantes à Brest, par exemple, attirerait certainement bien des navigateurs de plaisance. Mais comment demander à une population âgée de créer de toutes pièces et de faire fonctionner une véritable infrastructure touristique? Pour les jeunes, c'est une solution un peu trop artificielle. Plus tard peut-être, si la Haute-Cornouaille, un jour, sait reprendre vie. Et là, en dépit de la volonté de certains, ce n'est pas encore l'optimisme. Finalement, ce que je peux dire, c'est que tant que je pourrai travailler ici, je resterai travailler ici. Maintenant, la question que je me pose, c'est combien de temps est-ce que je vais pouvoir rester travailler ici? Un point, mais qui n'est pas seulement un point de détail. Citroën à Rennes, ce n'est pas uniquement Citroën employant des gens de Rennes. Je crois que c'est une usine qui a à peu près 14 000 employés et qui draine l'ensemble d'une main-d'œuvre potentielle dans un cercle de 80 km autour de la capitale rennaise. Il est bon d'ailleurs de préciser que 80% des ouvriers de Citroën à Rennes sont des ouvriers paysans qui sont restés dans leur ferme natale. Nouvelle sociale en bref, incident hier aux établissements Citroën, l'un des établissements Citroën de la banlieue parisienne, un commando gauchiste intervenant, faisant intrusion dans un atelier. Il y a eu 5 blessés dans la bagarre qui s'est ensuivie. C'était une riposte, selon les gauchistes, à une agression qui a eu lieu chez Renault il y a quelque temps et qui avait fait 3 blessés. Dans la région, une grève de la faim. Oui, grève de la faim toujours à Plonévez-du-Fou, où 14 commerçants, dont 2 dames, font la grève de la faim dans l'église. Les causes, je vous les rappelle, M. Ourmand, qui est président du Sidunati du Finistère, et également d'ailleurs maire de Plonévez-du-Fou, a été condamné récemment à Brest à 6 mois de prison avec sursis pour certaines de ses activités. Il a donc décidé, avec certains de ses camarades, de faire la grève de la faim. Maintenant, ces 14 grévistes sont installés dans l'église, ils ne boivent que l'eau salée, ils ne mangent que du sucre, et ils ont demandé au président de la République une amnistie pour le 14 juillet. Cette amnistie, hélas, n'est pas encore venue. Domaine social au niveau le plus élevé, à propos de la mutation qui s'opère quand se déclenchent de grands mouvements de grève, Guy Claes interroge François Gault à propos de 3 conflits importants de ces derniers mois, et notamment le conflit de Saint-Nazaire. 3 grèves,
celle des métallurgistes de Saint-Nazaire en 1967, celle des ateliers de l'usine Renault du Mans en mars 69, celle déroulant la SNCF en 1969. Naturellement, François Gault, ces 3 grèves, vous ne les avez pas choisies au hasard pour faire ce livre. Qu'est-ce qu'elles avaient de particulier? C'est exact. Je crois que c'était des grèves qu'on pourrait qualifier d'exemplaires, entre guillemets, c'est-à-dire des grèves qui peuvent éclairer l'histoire des conflits sociaux des dernières années, même peut-être les conflits sociaux des années à venir. Est-ce que c'est seulement une vision historique des grèves, des choses qu'on ne reverra plus, ou est-ce que ces grèves annoncent les conflits sociaux modernes? Disons que c'est une synthèse des deux, en quelque sorte. Par exemple, la grève des métallurgistes de Saint-Nazaire en 1967, qui a été étonnante. Tous les mensuels de la métallurgie de Saint-Nazaire, c'est-à-dire les gens qui étaient des techniciens, des dessinateurs, des sténodactylos, des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire grève, qui n'avaient pas la combativité des ouvriers, par exemple, surtout à Saint-Nazaire, enfin, ont décidé un jour de faire grève et tout le monde s'est dit à ce moment-là, bon bah, c'est un mouvement qui va durer 3 jours, 4 jours, 5 jours, et comme ils n'ont pas l'habitude, ils vont se lasser. Et en fait, la grève a duré plus de 2 mois, et ces gens se sont demandé où était exactement leur place entre les cadres de l'entreprise et entre les ouvriers. Et il y a eu une prise de conscience réelle qui s'est effectuée à ce moment-là. Sans faire d'histoire, il faut penser qu'aux yeux des syndicats, de ceux qui font les grèves, ceux qui les mènent, la grève est un moyen naturel et collectif, si vous voulez, de promotion, en quelque sorte. Je connais un syndicaliste de la CFDT qui donne comme exemple un homme tombe à l'eau, bon, il se raccroche à ce qu'il tombe sous la main. Et la grève, c'est ça. Et c'est vrai encore en 1970, qu'on le veuille ou non. C'est toujours quelque chose d'un peu désespéré, quand même. C'est toujours quelque chose d'un peu désespéré, parce que je ne pense pas que les gens fassent grève, que les salariés fassent grève par plaisir. Enfin, mais quand ils font grève, ils perdent de l'argent, c'est sûr. Et c'est ennuyeux aussi pour les employeurs, parce que la grève, ça bloque la production, et c'est ennuyeux pour les usagers, et c'est automatiquement ennuyeux pour le pays, si vous voulez. Parlons un peu des 2 autres grèves. Celle des ateliers de l'usine Renault du Mans, vous l'appelez une grève tétanos. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous savez qu'une grève tétanos, effectivement, c'est une grève qui, à partir d'un tout petit centre, perturbe toute la production d'une entreprise. Au Mans, en mars 1969, il y avait 350 grévistes qui ont perturbé toute la production de l'usine Renault du Mans, qui fait 11 000 salariés. La grève de la SNCF, elle avait quoi de particulier? Elle avait de particulier. Enfin, j'ai voulu montrer avec la grève de la SNCF comment un grand service public comme la SNCF pouvait, en quelques heures, en quelques jours, être bloqué complètement. Et c'est une des formes de grève les plus importantes qui soit. Ces 3 grèves que vous avez pris en exemple ont eu lieu avant le début de la politique contractuelle. Est-ce que vous croyez que ces 3 grèves se dérouleraient de la même façon aujourd'hui? C'est pas certain qu'elles se dérouleraient de la même façon. Ceci dit, la politique contractuelle est une œuvre de longue haleine, et on a peut-être eu tort au début de croire qu'elle allait tout résoudre d'un seul coup. Ensuite, il faut penser que la politique contractuelle, même dans l'esprit de ses promoteurs, n'est pas une politique anti-grève, n'est pas une politique destinée à limiter le droit de grève, si vous voulez. D'ailleurs, celui-ci reste inscrit dans la Constitution de 1945. Mais en revanche, les buts de la politique contractuelle sont effectivement d'améliorer les rapports sociaux à l'intérieur de l'entreprise, et ce faisant de supprimer certaines grèves. Elle a été très utile, on en a vu les conséquences dans certains secteurs, mais il est vrai qu'en France, une politique contractuelle doit tout le temps être améliorée, tout le temps être remise en question, retravaillée, refaçonnée, si vous voulez. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, justement, enfin, en quelque sorte, j'ai voulu faire l'autopsie de 3 grèves pour montrer quelles pouvaient être leurs conséquences sur la vie sociale, la vie politique, la vie économique du pays. Oui, c'est un élément de réflexion pour mieux comprendre peut-être ce qui se passe dans un conflit social. François Gault, donc, 3 grèves dans la collection Examen, dirigée par Pierre Dumayet, chez Calment-Lévy. Les sports, en bref, Tour de France, c'est l'étape Bordeaux-Poitiers, on approche du dénouement, mais le dénouement est déjà connu. Vous savez qu'hier, Merckx, contre toute attente, a repris 3 minutes à ses suivants. Il a 5,38 devant sur Van Impe, 5,46 sur Zoetemelk. Merckx, comme on le disait au début, et c'est une confirmation. Dans la région, Tour de France aérien, Granville-Rennes, c'est l'étape d'aujourd'hui. Premier, Jean Lataste. Deuxième, Thérèse Février. Également des épreuves de championnat d'Europe de vol à voile à Angers, et on nous dit, c'est assez étrange, mais pour le vol à voile, je crois que c'est vérifié, que ces épreuves sont contrariées par le beau temps. Et puis la voile tout court, nous avons à nos côtés M. Maurice Schlegel, qui est président de l'IDI, l'Institut de développement industriel, mais qui est un habitant de la Trinité, un amoureux de la Trinité depuis de longue date, et qui s'est occupé du développement de la voile ici. Je vais lui demander d'abord, M. Schlegel, quelles sont les conditions de développement d'une école de voile comme celle que vous avez patronnée ici à la Trinité? Eh bien, il faut une population suffisante d'abord, bien sûr, et puis le matériel approprié, l'encadrement, les moniteurs,
La difficulté tient dans le fait que l'école de voile fonctionne 2 mois par an, et par conséquent, il faut préparer ceci l'hiver consciencieusement et essayer de retrouver les meilleurs moniteurs qu'on avait l'année précédente. Cette école de la Société nautique de la Trinité, elle a vu le jour en combien d'années? Il y a 5 ans qu'elle a été créée avec les moyens du bord et progressivement, avec quelques amis, l'aide de la municipalité, nous l'avons développée. Et aujourd'hui, c'est une grande école qui a reçu l'année dernière plus de 700 élèves. Vous voyez d'ailleurs le nombre de dériveurs, et c'est notre grande joie que de se souvenir de ces quelques 4 bateaux que nous avions rassemblés, qui nous appartenaient il y a 5 ans et qui aujourd'hui sont remplacés par une telle flotte. Je crois que c'est l'une des écoles les plus importantes de France. Oui, il y a Carnac qui est plus important que nous ici, et c'est d'ailleurs un peu paradoxal qu'il y ait cette école de voile qui soit développée de façon si importante, car le port ici était destiné aux bateaux lourds, que vous voyez, puisqu'il y en a près de 800 en plein été, et la difficulté a consisté à faire en sorte que les bateaux lourds et les dériveurs puissent cohabiter avec de surcroît les ostréiculteurs. Et grâce à l'action menée par le conseil municipal, par, on peut dire, toutes les unités concernées, tout ceci se passe dans les meilleures conditions. La banque, le développement industriel d'un grand pays comme la France, cela sert pour développer la voile? C'est une expérience pratique? Oui, c'est une application. Deux de nos reporters caméramens, Dominique Merlin et Yves Bonsergent, ont tourné d'ailleurs un film sur l'école de voile que vous allez voir maintenant. Il y avait d'ailleurs là un des petits acteurs qui est tombé à l'eau l'autre jour. Hein. Oui, il a dessalé. Oui. C'est ça? Oui, je suis tombé à l'eau. Une rafale m'a fait tomber à l'eau. Bon, mais on ne le verra pas dans le film. Voilà. Oui, comme on met la baume? Loin du bateau? Non, on met la baume dans le coin du tableau arrière. Oui, le bout de la baume au-dessus du coin du tableau arrière. Et dans ce vent-là, vous la choquez beaucoup trop. Il faut tirer dessus, hein, le coin de la baume au-dessus du tableau arrière. Votre bateau va gîter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra filer et puis... Il faut, voilà, dis-le. S'asseoir sur le bord Il faut s'asseoir sur le bord du bateau, hein, et barrer comme des brutes, hein. C'est le bateau que l'on tient, c'est pas le bateau qui vous emmène, vous êtes maître de votre bateau, hein. Ouais. Oh non. Ah bon, vous restez accrochés, hein. Et commence à vider, allez vite bonhomme, vite, vite. Allez. Vide, allez hop. Tu vides tranquillement, hein. Vous restez bien accrochés au bateau, vous ne lâchez pas le bateau. Ah, Gilles, tu attaches le bout. Ça y est. Bon, tirez, ça... Comment ça t'est arrivé, ça? Virement de bord? Oui. Viens pas. Viens pas amener sa barre? Ouais. Empannage? Ouais. Et salade. Bon. Venez par là. Clément, par ici. Caroline. Ça va y aller, hop. Vous avez vu ce qui est arrivé à la caravelle? Il faut pas faire comme eux, hein. Tout est une question de stabilité. Si vous vous déplacez assez vite dans votre bateau, vous ne chavirerez pas. Entendez? Bon, je vais passer devant, vous allez me suivre, hein.
La voile en Bretagne et plus particulièrement à la Trinité, qu'est-ce que ça représente comme avantage? Bien, pour nous, ce sont des vacances familiales, dans un endroit qui est très agréable pour faire de la voile, justement, parce que c'est toute une série de conditions qui sont réunies. La mer est vivante, il y a du vent, et il fait généralement beau. Vous avez fait déjà de la voile en Méditerranée? Oui, très souvent. J'ai commencé à naviguer en Méditerranée avec mes enfants, d'ailleurs, et quand j'étais gosse, avant d'avoir des enfants, bien sûr. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre les deux? La mer, c'est toujours la mer, mais disons que la Méditerranée est un pays avec des régimes de vent très changeants. Il y a souvent des calmes, souvent beaucoup de vent. Alors ça manque de régularité. Et je pense que les régimes de vent sont plus agréables en Bretagne pour la voile. Mais il y a aussi les finances, les grandes affaires, et nous allons y revenir en concluant cette édition bretonne et estivale vacances de Télémidi, cravaté à l'abri des piliers de la finance à la Bourse de Paris, Gérard Vidalanche. Merci Jean Lanzy. Eh bien oui, la Bourse de Paris connaît une bonne brise ce matin. Les valeurs se sont réveillées un petit peu avec un marché tout de même, malgré les vacances, relativement animé, puisqu'on échange aujourd'hui plus de 10 milliards d'anciens francs. Alors la nouvelle, il s'agit bien entendu de la visite de M. Nixon à Pékin, annoncée, et les valeurs américaines sont plutôt recherchées, encore que la bourse de New York ait connu la nouvelle après, mais la bourse anticipe toujours les événements et les valeurs américaines aujourd'hui sont assez fermes. La Compagnie Générale d'Électricité, pratiquement inchangée, 50 centimes de mieux. Il faut en parler car il y a un projet très important qui a été soumis à l'EDF. C'est un projet de construction d'une autre centrale nucléaire à Bugey et c'est la CGE qui a fait cette proposition, qui a déposé ce projet de construction. Il y a déjà une centrale à Fessenheim qui est lancée, mais cette nouvelle centrale sera réalisée avec une autre filière atomique. Vous voyez que l'air liquide est en hausse aujourd'hui, Rhône-Poulenc est également un petit peu plus ferme. La Française des Pétroles a inscrit un cours record à 238. On note des achats japonais, oui, des achats d'aussi loin à la bourse de Paris, car les Japonais maintenant ont la possibilité d'investir à l'étranger. Cette faculté ne leur était pas accordée jusqu'à présent. Les mines d'or sont assez calmes alors que l'on constate une certaine tension sur le métal jaune, sur l'or. Nous verrons tout à l'heure les cours du lingot. Peugeot, comme vous le voyez, en hausse. Sur les pétroles, l'île Bonnière se distingue surtout, alors que BP, la Française des Pétroles, est en baisse. Revenons en bourse pour un autre groupe de cotation. En attendant de voir ces cours, je vous précise que Pricel détient à présent 34% de la cellulose du pain, qui est la première affaire française de papeterie. En effet, Pricel a racheté une participation que détenait Rhône-Poulenc. Cette participation comportait 118 000 actions. C'est une opération qui a porté sur 2,5 milliards d'anciens francs. Saint-Gobain, vous voyez, répète ses cours, alors que d'autres valeurs se défendent un peu mieux. Pénard Roya, dans l'ensemble, les écarts sont tout de même assez faibles. Sommaire, 459 en hausse. On annonce que la société va s'intéresser à de nouveaux secteurs d'activité dans la décoration et l'ameublement.
Voici un éventail de hausses dans différents secteurs. Ricard est toujours en vedette, 354,90. Général d'entreprise également plus ferme maintenant. Des baisses malgré tout, bien sûr. Général de fonderie, Européenne de brasserie. Européenne de brasserie, c'est paradoxal car en cette période tout de même assez chaude, les brasseurs font de bonnes affaires. La consommation de bière et de soda, évidemment, augmente pendant la période des vacances et surtout quand il fait très chaud. L'Azote, 1014, est en baisse alors que Saint-Frère se reprend. La société financière du groupe Villot, vous voyez, 67 francs 50 contre 66 francs 10. Donc, beaucoup de bruit et très peu de baisse sur le marché en ce qui concerne ce titre. Alors les américaines, les voici. General Motors n'a pas bougé, mais ceci pour des raisons purement liées à la situation de l'industrie automobile aux États-Unis, alors qu'ITT progresse à 396 contre 387,70. Il y a eu une hausse également de Schlumberger et de la Chase Manhattan Bank. Aux États-Unis, on annonce du reste un relèvement du taux d'escompte de 4,75 à 5%, ce qui montre bien que même aux États-Unis, on veut lutter contre l'inflation qui est un petit peu le choléra, si vous voulez, dans le domaine financier. Le lingot est aujourd'hui à 7270 contre 7260. On se rapproche des cours records qui étaient de 7285. Donc une bonne fin de semaine relativement à la Bourse de Paris. À vous les studios. Ah non, les studios non, Gérard. Voyons, nous sommes à la Trinité-sur-Mer, vous l'oubliez. D'ailleurs, nous allons nous livrer un petit exercice linguistique pour conclure cette édition de Bretagne. Comment dit-on bon après-midi et à plus tard? Voilà. Et Télémidi, édition Trinité-sur-Mer, est terminée.